réussir. De lutter contre une espèce d'ambiance délétère. Je suis professeur de radiologie à l'université Johns Hopkins et je suis directeur du centre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Diasporama qui sera consacré à l'implication des jeunes Algériens de la diaspora aux différents projets de l'environnement, de l'innovation, de l'excellence aussi. Et pour en parler, nous avons convié pour vous ce soir Monsieur Zayan. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chanteur, vous êtes président du mouvement associatif Artistes Couleurs et Diversité à Paris. Vous avez initié dernièrement le projet donc, du nettoyage du barrage de Taksaf dans la wilaya de Tizi Ouzou. Parmi nous également Monsieur Salim Djerari qui lui nous vient de la ville d'Istres qui se trouve à peu près à une cinquantaine de kilomètres de Marseille. Actuellement vous êtes chargé d'études à Métropole Aix-Marseille Provence. Bonsoir à vous. Bonsoir. Parmi nous également Monsieur Reda Kessanti, vous êtes Bonsoir. architecte, urbaniste et vous avez fait donc vos preuves un peu partout dans le monde, déjà Londres, Paris, Sarajevo, Rabat et là vous revenez en Algérie pour une nouvelle start-up, pour un nouveau projet. On va en parler dans un moment. Messieurs, bienvenue à vous, bonsoir à vous. Merci. Alors nous allons commencer par vous, Monsieur Zayan. Alors on rappelle que vous avez initié donc des projets au profit de l'écologie, au profit de nettoyage. Parlez-nous un petit peu de cette initiative. Alors donc en fait j'ai réalisé un clip écologique et ce clip écologique en fait c'est un projet de sensibilisation, c'est un projet artistique autour de l'environnement, c'est une chanson en 6 langues et cette chanson se veut comme un cri d'alarme sur la dégradation de l'environnement. J'ai rassemblé 33 artistes pour faire un appel commun et pour l'objectif est de sensibiliser les citoyens et les acteurs de la société civile à la protection de l'environnement. Et donc voilà donc nous sommes en train de voir justement des images, des photos de vous avec le groupe d'artistes que vous avez convié justement à cette initiative. Voilà, donc en fait, c'est vrai qu'après la sortie du clip, j'ai organisé moi-même l'opération de nettoyage au niveau du barrage de Taksaf. Donc j'ai appelé les artistes, j'ai rassemblé une vingtaine d'artistes pour participer justement à l'opération de nettoyage. Ça s'est très bien passé. Donc nous, l'objectif est de sensibiliser aussi les citoyens. Ce jour-là, justement, il y avait aussi les citoyens qui sont venus pour nous aider avec leur famille, avec les enfants. Voilà, c'était vraiment effet boule de neige. Voilà. Et puis après l'opération de nettoyage, je rappelle aussi qu'on a organisé beaucoup d'actions. Et on a organisé comme par exemple la campagne de plantation d'arbres avec la Wilaya Tizi Ouzou, la direction de la culture. Ensuite, une parade écologique dans le cadre du Festival de l'environnement à Tixirt. Ensuite, une comédie musicale écologique à l'occasion de la remise des prix de la Bahaïsat Flassia Forbé du village le plus propre qui est organisé par la PWI de Tizi Ouzou. Donc il y avait beaucoup d'actions après la sortie du clip. Alors vous avez mobilisé beaucoup d'artistes. Quelle a été la réaction des artistes lorsque vous leur avez proposé ce projet ? Alors donc c'est vrai que ça m'a pris du temps parce qu'en fait je rappelle que les artistes qui ont participé à ce clip c'est des artistes qui vivent en France. Il y a d'autres artistes aussi qui vivent à Alger et en Kabylie. C'était pas facile de rassembler tout le monde, ça m'a pris beaucoup de temps, mais je rappelle qu'en fait que les artistes ils étaient vraiment très contents d'avoir participé à ce clip comme Hakim Salhi, Abranis, Hamidou, Massabou Shafa, Assamolo, Ali Flaoun et beaucoup d'autres artistes. Donc voilà, et je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble pour préserver l'environnement du pays et pour assurer aussi son développement durable. Alors justement, nous avons ce clip et je propose aux téléspectateurs de découvrir ce clip que vous avez donc réalisé en compagnie de ces 33 artistes. Ouais. Alors je vous laisse découvrir ce clip, on se retrouve juste après. كل واحد مسؤول فوق الكرة الأرضية لازم كلنا نتهلاو فيها وثروتنا هي الطبيعة ثورنا تلاغد السوال فين كونيا ذا شو سنفكا مازال لقديش ديس أشحال أدى موسى أكاد نظريت الساعة هذا موسى تقرأ في ندير تمام هذا موسى رانا متفاهمين كلنا يا هذا موسى نحافظوا على بيئتنا يا هذا موسى قلت النظافة زينة هذا موسى تنمي جسد ديالنا هذا موسى اللي ما كنتش تكتدها تسقمي
موسى دورك تاكل شاد حفام أنت موسى الكانون وحد الذي ينسى أنت موسى اسمعنا فهمنا المعنى أنت موسى تبعوا طريق جدادنا أنت موسى اليوم نبداو ماشي غدوة أنت موسى بلادنا تولي جنة أنت موسى بين كل فوق ما تزيد النما يودت تشعل بالله أنت موسى Ne laisse pas traîner tes déchets, s'éparpiller, retomber aux abords de nos allées. Il faut te prendre en charge, Agma, sans quoi c'est la décharge. الارض تتنقى الهواء يتصفى السما يتفاجى البحر يتخلوى يا وخيي يا دادا موسى الشملين سنوفا هذا موسى تدرينا كي تنفرا هذا موسى أنا سيصدق يا التسكا هذا موسى خسرنا يحلو كما هذا موسى الشملية سنوها هذا موسى يثغرينا كتنفرا هذا موسى انا السجدك يلتسقى هذا موسى راسي غلط يحلو كما هذا موسى نقديش نغافض ولا طيري دمديا هذه تفيا تسوكا هذا موسى النسكوتر نتهلا يفضل Et voilà, suite à ce clip, il y a M. Xantini qui relève la colère de certains artistes qui ont participé à ce clip, n'est-ce pas? Oui, c'est toujours agréable de voir ce qu'il a dit tout de suite, c'est cette sensibilisation qui draine un maximum de profils. Donc on n'est pas obligé d'être expert en environnement pour pouvoir participer et protéger cette mère nature. En fait l'environnement, c'est l'affaire de tous. Hein, en fait. Ça commence déjà par le citoyen. Ça commence déjà par le citoyen, effectivement. Qui est l'épine dorsale de ce système-là. Hein. C'est un travail collaboratif. On est obligé de... Enfin, tout le monde doit mettre... D'ailleurs, si on ne le fait pas nous, qui c'est qui va le faire pour nous? C'est ce qu'on dit très souvent. Donc, on est obligé de faire le nécessaire pour protéger cet environnement, sinon il ne restera rien. D'ailleurs, par définition, sur le développement durable et la haute qualité environnementale, c'est de faire le nécessaire sans pour autant tout consommer tout de suite, dans l'immédiat, pour laisser les générations futures, afin de répondre à leurs besoins, eux, qui seront sûrement et certainement différents aux besoins que nous avons aujourd'hui. Certainement. Alors, M. Zayan, on revient à vous. Donc, on a vu que vous avez bien fait travailler les artistes et puis tous les habitants du village à cette question environnementale. Alors, même en France, à travers votre association, vous œuvrez justement pour la promotion des principes de la multiculturalité. Et vous avez aussi réalisé plusieurs chansons en duo avec plusieurs chanteurs, plusieurs chanteuses, pour dépasser un petit peu tout ce qui est haine, tout ce qui est discrimination, n'est-ce pas? Oui, voilà. Donc en fait, pour vous parler aussi de l'association que j'ai créée moi-même à Aubervilliers en 2008, donc l'association Artistes Couleurs Diversité, l'objectif de cette association est de créer des liens et construire des passerelles entre les artistes de différentes cultures et faire entendre aussi l'unicité, la diversité, l'universalité des cultures. Je rappelle qu'avec l'association, on organise aussi des formations interculturelles, des formations dans le cadre du programme Erasmus+. L'objectif de ces formations est de former des responsables associatifs et des animateurs de jeunesse à la conduite des projets interculturels liés au thème de l'art. On organise aussi un grand festival, d'ailleurs un
grand festival qui s'appelle le Festival de la scène ensemble, qui est justement un événement propice aux échanges entre cultures dans une volonté de construire une citoyenneté ouverte sur le monde. Je rappelle aussi que ces formations, donc on les organise depuis 2011. On travaille sur des thèmes différents, comme l'art au service de la lutte contre les discriminations, comme le regard justement de la société civile, justement des jeunes sur les élections européennes et le droit de vote des étrangers. Le droit de vote des étrangers, c'est très très important parce que je me souviens que M. François Hollande a promis justement de mettre ça en place, mais on attend toujours. Je trouve ça dommage parce que nous, les immigrés, on contribue justement à la richesse de la France au niveau culturel et économique. Voilà, donc on organise aussi des ateliers artistiques pour les enfants. En ce moment même, on organise des ateliers de recyclage pour enfants pour sensibiliser justement les enfants. Voilà, donc toujours sur la question environnementale. Monsieur Kissanti, donc l'architecture, l'urbanisme, la propreté, l'écologie, ça va de soi? Ah oui. Alors justement, quelle est la place de l'environnement dans tous vos projets? Ou plutôt l'inverse, quelle est la place de l'architecture dans l'environnement? Parce qu'à la limite, c'est nous qui s'insérons dans cette dernière. Hein. Oui. L'environnement était là bien avant nous. Et donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tendance à se dire que finalement, pour faire des prouesses technologiques ou des formes concaves ou convexes, hein, de design actuel ou très moderne, on a cette tendance à penser qu'on fait abstraction sur l'environnement. Que finalement, injecter des prouesses technologiques dans des bâtiments qu'on dessine ou qu'on projette hein, dans un environnement immédiat, on a cette tendance à penser que les nouvelles technologies ont tendance à contrecarrer l'environnement, etc. Alors que pas du tout, parce que le développement durable et la haute qualité environnementale font partie, il y a des cibles qu'on est certainement obligé de respecter afin d'insérer un projet dans son environnement immédiat ou bien dans un tissu complètement vierge. L'approche est un peu plus importante si toutefois on est dans un pays dont les denrées sont très importantes, hein, le soleil, voilà, si je prends ça comme considération, c'est faire un petit clin d'œil au pays. Et en fait, ce qui est inquiétant, c'est que parfois, on se dit que non. On se dit que finalement, on peut faire un projet comme on veut et qu'on ramène ces 14 cibles-là, on va les injecter sur le projet. Et c'est là où on a cette tendance et cette lecture qui n'est pas du tout juste hein, de ces cibles-là sur le projet. Je donne un exemple très simple. L'un des projets de la firme, hein, Zahadid Architecte, qui a été contacté par BIA. BIA qui est un organisme éco-responsable qui est installé au Moyen-Orient, à Sharqa plus exactement, qui voulait avoir un siège principal hein, à Sharqa et qui voulait faire l'utilisation hein, des produits recyclés, qui fait un peu ce que vous savez, quand on a un environnement comme le désert, on n'a pas de référence, on n'a pas de ligne directrice, on n'a pas de matrice, de courbes qui nous permettent un peu d'élaborer un projet. Et donc du coup, sur ce projet-là, si vous voyez un peu l'aspect extérieur, vous avez cette tendance à... Donc ça, c'est le projet que vous avez fait au niveau de Sharqa. C'est ça le projet en particulier, c'est ça, c'est celui-là. Et donc, quand vous voyez comme ça, il prend forme d'une dune, hein, d'une dune qui a été soufflée par le vent. Ça, c'est lors de la réalisation. Et en fait, tout a été pris en considération. Donc, les matériaux, etc. Là, c'est une photo qui a été prise en milieu d'année. Et donc, quand on a pris en considération tous ces éléments-là en amont, au contraire, c'est un accompagnement qui est permanent. C'est-à-dire qu'on prend nos cibles, on prend notre feuille de calque, on prend nos crayons, etc. Et puis on commence à dessiner tout en respectant cet aspect-là. C'est super important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si toutefois on commence à utiliser toutes les denrées hein, de l'environnement, dans quelques temps, il n'y aura plus rien. Oui. C'est très triste de le dire, mais tout le monde sait que les eaux qu'on utilise dans nos sanitaires, c'est de l'eau potable. Et ça, déjà que la Terre commence à tirer la sonnette d'alarme. Exactement. Donc si la Terre la tire, nous, on est obligé d'en faire 2 fois plus. Donc du coup, il y a d'autres prouesses. On peut récupérer les eaux pluviales par un système conduit très simple, filtré, commenté, etc. Il y a plusieurs... Et puis bon, là, on touche uniquement l'aspect architectural d'un bâtiment particulier. Mais là, si on s'étend un peu plus, on parlera bien évidemment de la ville. Et d'ailleurs, l'appel à contribution de Walid Alger il y a quelques années sur la Smart City ne peut qu'aider hein, cette approche-là. Donc là, avec 3 autres copains,
architecte, on a décidé de monter une start-up à Alger depuis quelques temps déjà. Donc on s'occupe principalement de la ville d'Alger en premier lieu, hein, qui veut bien sûr la capitale du pays. Et donc on s'était dit qu'il y avait d'autres manières d'utiliser nos équipements technologiques afin de faire une lecture analytique urbaine de la ville, de ce qui se passe actuellement. On est obligé d'avoir les données, on est obligé de les récolter pour savoir où ça ne va pas. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que chaque ville est différente d'une autre. Donc les cibles qu'on utilise dans une ville ne sont pas forcément celles qu'on utilisera ailleurs. Une ville comme Alger a beaucoup plus de capacité qu'une autre ville, donc on a la possibilité d'utiliser tous les éléments de l'environnement, etc. Monsieur Kessanti, excusez-moi, lorsque vous parlez de données, lorsque vous parlez de cibles, donc les données, tout ce qui concerne l'urbanisation par exemple, la construction, c'est dans ce sens? C'est dans ce sens, parce que à la limite, si on part du principe que les projets futurs se doteront hein, d'un bâtiment intelligent ou d'une ville intelligente, ça c'est un volet, mais si toutefois on veut rendre un bâtiment efficient, par exemple, il faut faire une lecture analytique de ce bâtiment-là, voir où ça ne va pas, faire des déperditions. Parce que si on commence avec les 14 cibles dans un cahier des charges et que vers la fin, le bâtiment se termine uniquement avec un double vitrage, c'est qu'on n'a pas forcément joué le jeu. Donc c'est un travail collaboratif. Et d'ailleurs, M. Zayen l'avait dit tout à l'heure, c'est une campagne de sensibilisation. Donc on est obligé de faire participer la société dans ça. C'est un travail collaboratif. Et l'environnement n'est pas un projet vertical, mais c'est un projet horizontal. Donc on fait participer tous les politiques de la ville, tous les intervenants, tous les corps de métier, etc. L'architecte avec sa conception architecturale, le sociologue en faisant des lectures analytiques de la société, l'économiste, etc. Ça veut dire tout un chacun a la possibilité de mettre voilà, son grain de sel. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu à toutes ces données, à toutes ces cibles, c'est ce qui a fait un petit peu l'objet de votre thèse de doctorat, j'imagine, sur l'appropriation de l'espace public à Alger. Alors, et d'ailleurs, ça a été un petit peu votre dada pendant tout votre cursus universitaire, j'imagine, parce que vous êtes toujours intéressé à cela. Alors, en master aussi, vous avez travaillé sur l'environnement durable et la qualité de l'environnement. C'est exactement ça. Je suis un fou amoureux de cette ville, comme chacun, tout le monde, on est tous amoureux de cette baie d'Alger. Donc, d'ailleurs, Nassim Barli, que je tenais à saluer, fait un projet assez singulier sur le pont d'Alger, sur Jisr al-Jazair, qui lui aussi est un amoureux de cette dernière. Ça veut dire chacun d'entre nous a cette fibre. Exactement. Donc, on est obligé de. Et puis, bon, on a toujours cette lecture subjective, hein, en fond du pays, à mettre toujours en exergue les points positifs et, bon, en réduisant bien évidemment quelques points négatifs qui ne le sont pas, parce qu'ils participent eux aussi au cadre agréable et de la qualité de vie de cette dernière. Voilà. Et non, ce qui est singulier d'ailleurs, enfin, alors là j'y pense, le projet architectural ou le projet urbain ne peut se faire sans la participation de la société, ne peut se faire sans la participation des décideurs. C'est une obligation, on est dedans, hein, et donc là on est en train de faire suivre cet exercice-là. Donc je reviens un peu à la start-up. Donc, vous êtes installé depuis combien de temps? Depuis pratiquement une année, mais c'est un projet qui est en incubation à Alger, à Vie des Villes, depuis quelques temps déjà. Donc on avait on se dit très souvent quand on prend la route à Alger ou quand on déambule dans les rues d'Alger, on a cette tendance de dire oui, si toutefois il y avait ça, si toutefois il y avait ça, etc. Donc là, ce qu'on a fait, c'est de faire une lecture globale, hein, de ces éléments-là, de faire un questionnaire, de mettre en place des équipements qu'il faut, hein, pour pouvoir faire des lectures de ce qui se passe. Tout le monde parle des ennuis de transport public, tout le monde parle. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on est en train de mettre en exergue. Donc on a eu cette chance, hein, de participer au colloque international de la Smart City à Alger avec notre start-up, où on a eu la possibilité d'exposer clairement, hein, que ce n'était plus une approche à 2 dimensions, que ce n'était plus aussi une approche de 3 dimensions, hein, donc c'est plus un volume pour faire joli, mais c'est plus de la 4D, donc on fait introduire le temps, de la 5D, donc on fait introduire le coût, l'environnement, etc. Donc ce n'est plus une approche de dessin tout simple, mais c'est une approche un peu globale. C'est magnifique ce que vous êtes en train de dire. On reviendra dans un petit moment. C'est vrai que la question environnementale, c'est une question elle brasse très large. Elle brasse très large. Qui nous sensibilise tous, parce qu'on est tous concernés d'une manière
ou d'une autre. Vraiment, on est tous concernés. On n'est pas tous là à mettre la main à la pâte, en fait, compte, mais on est tous concernés de près ou de loin. En fait, alors, chacun à sa manière. Pas de loin. Chacun à sa manière. Le peu que vous pouvez faire, avec les nouvelles poubelles de recyclage qu'on est en train de voir, le choix, c'est déjà un grand pas. Donc si ça commence à une unité de voisinage toute simple, ou de l'individu, que je répète, qui est l'épine dorsale du pays, c'est une équation sine qua non. Donc du coup, et puis on peut extrapoler ça avec le reste, les campagnes de sensibilisation, et puis qui n'aimerait pas, il faudrait juste qu'on arrête de dire que chez nous, c'est à partir de la porte de chez soi. Voilà. Alors que non, il y a aussi le reste qui n'aimerait pas participer. Il y a toute une culture aussi à retravailler. En fait. Qui est en cours. Voilà. Alors, Monsieur Djerari, vous venez d'Istres, donc on a dit une 50aine de kilomètres de la ville de Marseille. Alors là, qui a vu donc les premières vagues des émigrés qui sont venus de l'Mreïr, de Ouadsouf. Alors, quelles sont les actions que vous faites sur terrain pour la prise en charge justement de cette frange de la société ou de ces émigrés-là? Alors, bonsoir, et en premier lieu, je tiens à vous remercier pour l'accueil chaleureux dont vous avez fait part. Si vous permettez, avant de parler de la communauté d'El Mreïr qui est installée dans la ville d'Istres, je voudrais rebondir sur les propos de mes amis. C'est ce qu'on disait, on est tous concernés. Ah bah forcément. Voilà. Effectivement, je crois que l'environnement, c'est une question qui nous touche à tous. Oui. Et on a eu l'occasion donc d'échanger et puis d'échanger aussi nos coordonnées, puisqu'on a des visions assez communes et puis on est inscrit dans la même dynamique. Créer des liens. Tout à fait. Oui. Nous vivons à l'étranger, à l'extérieur de l'Algérie, mais nous sommes algériens. Et nous avons cette volonté de vouloir participer au développement de notre pays et aussi effectivement d'établir des liens, des passerelles entre la communauté algérienne qui vit à l'extérieur et la communauté algérienne qui vit sur le territoire. Dans le cadre de mes fonctions, donc comme vous l'avez dit, je suis chargé d'études à la métropole Aix-Marseille-Provence et j'évalue les politiques publiques et notamment le contrat de ville. Et dans le contrat de ville, on a 3 piliers, donc l'habitat. Donc on vous rejoint dans ce domaine-là. La cohésion sociale, donc ça fait partie aussi voilà, de contenu et contenant. Tout à fait. Ouais. Et le développement économique. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est des dynamiques qui sont transversales où tout le monde est concerné. Et puis pour rebondir sur ce que vous disiez, j'ai vu dans le cadre d'une émission de Canal Algérie, me semble-t-il, une organisation à Rabdaya, j'en parlais à Zien tout à l'heure, où la communauté, donc les habitants de la ville se sont regroupés, ils ont divisé la ville en plusieurs secteurs et chaque semaine, une famille est responsable de la propreté de ce secteur. Elle n'a pas la charge à elle toute seule de s'occuper de toute la propreté, mais de veiller à ce que tout le monde balaye devant sa porte. La responsabilisation et la décentralisation, en fait, compte des tâches. Tout à fait. Et à partir du moment donc, où tout le monde balaye devant sa porte, le quartier est propre, la ville est propre. Et donc c'est une contribution de chacun. Donc je vais revenir à la communauté d'El Mreïr. Il se trouve que la présence alors j'ai du mal à dire immigrés, parce qu'à l'époque où ils sont venus en France, ils ont changé de département. Donc ils ont fait que changer de département. Quand ils sont venus s'installer, les premiers, c'était il y a 100 ans de cela maintenant. Oui. Donc au jour d'aujourd'hui, on est à la 4e génération. Donc de fait, la communauté est vraiment très importante à Istres. Elle s'est d'abord... alors c'est l'usine d'engrais qui a d'un premier temps attiré un certain nombre de personnes de la ville d'El Mreïr. Et puis par la suite, donc le bouche à oreille, étant donné qu'il y avait du travail, a amené à drainer un certain nombre d'habitants de la ville de Mreïr à s'installer là-bas. Et donc la communauté a participé de manière très active au développement de la ville. S'en est suivi une organisation. Là, justement, nous avons des images des usines là où ils ont travaillé les premières générations. Oui, voilà, oui. Donc, ils travaillaient dans des conditions très pénibles. Il faut savoir qu'il y a 100 ans en arrière, on n'était pas dans les mêmes conditions que maintenant. Et ni conditions climatiques d'ailleurs, ni autres. Tout à fait. Et puis, ça me permet d'évoquer un fait qui, pour moi, est très important. De saluer tous ces Chibénis, tous nos parents, nos grands-parents, qui, pour la plupart, ont quitté le pays, parfois bon gré, mal gré. C'était un déchirement au cœur pour eux. Ils ont traversé les mers, les montagnes, les rivières tout à l'heure. Ils ont
ils ont permis à leurs enfants de pouvoir grandir, de s'éduquer, de pouvoir s'épanouir dans le pays dans lequel ils sont arrivés. Et il est important pour moi, puisque lorsque moi je regarde mon histoire, c'est mon père, ça a été le premier à franchir la Méditerranée, à quitter le pays. Il se peut que depuis des milliers d'années, mes origines, elles sont ici en Algérie. Et moi, je suis la première génération qui vit dans un pays étranger. Et j'ai le devoir de garder un lien très fort par rapport à mes parents, pour mes enfants, pour leur avenir, avec, j'allais dire, mon pays d'origine. C'est même pas mon pays d'origine, avec mon pays. Et, alors, justement, juste pour revenir, excusez-moi, aux images que nous étions en train de découvrir il y a quelques instants, est-ce qu'il y a un projet de requalification de ces espaces-là? Ben, le site industriel, il est fortement pollué. Et donc, les travaux de dépollution représentent un investissement très, très important. C'est pour ça qu'il est laissé en l'état depuis. Et il me semble qu'il y a un projet de construction d'un golf, mais je ne sais pas si il empiète sur le terrain de l'usine. Il y avait d'autres projets aussi, en faire une partie, un musée pour garder une mémoire quand même de... La mémoire du lieu. Oui, voilà, tout à fait, oui. Alors là, vous avez aussi édité un livre, Des allées et des retours, qui retrace un petit peu la vie de ces générations qui sont de ces Chibani. Qui ont quitté l'Algérie, qui sont venus s'installer. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, tout à fait. Alors, c'est un ouvrage qui a pu être écrit grâce notamment au financement de la commune, de la ville d'Istres, et qui est un recueil de témoignages de personnes donc, qui ont quitté avec ce déchirement au cœur leur ville natale, leur pays, pour gagner donc la France. Et il raconte dans ce livre, Des allées et des retours, un certain nombre d'anecdotes, comment ils ont vécu les choses, la fierté de voir que leurs enfants ont pu faire des études, pour certains devenir ingénieurs, docteurs, etc. Donc c'est un recueil de témoignages assez touchant sur la vie de ces personnes qui a été tumultueuse, qui n'a pas été facile et qui ont consenti d'énormes sacrifices pour leurs enfants. Et donc la moindre des choses, c'est qu'on leur rende l'appareil. Et puis, il est clair qu'à travers ce genre de livre, même nous, on saura, en fait, les nouvelles générations, on pourra avoir quelques informations, on sera informé en fait, par rapport à tous ces périples, à toutes ces souffrances qu'ont vécu ces Chibani. Tout à fait. Mais il me revient encore, je fais un parallèle en mémoire, un reportage aussi que j'ai pu voir sur Canal Algérie, concernant les déportés à l'île de la Réunion. J'ai eu l'occasion de vivre une année là-bas. Les déportés à la Nouvelle-Calédonie, c'est un film de Saïd Almi. Nouvelle-Calédonie, pardon. Oui, de Saïd Almi. Oui, voilà. Alors, la communauté là-bas est organisée. Oui. Ils ont le souvenir, une attache très très forte au pays. Et je crois que où que se trouve un Algérien sur la planète, il sera toujours attaché à son pays. Et ça, c'est une force qu'on a qui est extraordinaire et qui peut être démultipliée à partir du moment où on se serre les coudes, où tous ensemble on veut travailler au développement de notre pays et qu'on vienne ici de manière humble. Voilà, c'est quelque chose d'important et pour participer au développement et pas profiter des richesses et des potentialités pour repartir avec. Non, il faut que notre pays est très riche, a un potentiel très important et il faut que nous, avec les compétences qu'on peut avoir, les savoir-faire, les réseaux qu'on peut avoir aussi, voir comment on peut justement contribuer au développement du pays et dans tous les domaines d'activité qui soient, que ce soit la culture, que ce soit le domaine social, que ce soit sportif, que ce soit l'environnement, tout à fait, et aussi ce qui concerne le développement économique. Alors, concernant la wilaya maintenant déléguée d'El Mreyer, ces dernières années, j'étais très content de voir le développement qui a lieu, les visites récurrentes des ministres. Il y a un réseau de fibre optique qui a été installé de Tougourt jusqu'à Biskra.
un jumelage entre l'hôpital de l'Mreyer et le CHU de Constantine. A aussi vu naître plusieurs chercheurs de renommée internationale. Et tout à fait, on a des personnes de très très grande qualité. Le Haj Gessoum, qui est le président des ulémas d'Algérie, Mohamed Lahsen Zridi, qui est professeur d'université, le fils à M. Gessoum Nidal, qui maintenant travaille au Qatar, son autre fils qui est à la NASA. Effectivement, on dispose de ressources. Et ici aussi en interne, à Al-Mreyer, on a discuté avec Zien, mais on a pris nos coordonnées. Il y a aussi toute une multitude d'artistes. Et je crois qu'il est très important aussi qu'on fasse vivre notre culture, nos traditions, etc. Et qu'on reste ancré très, très fermement justement dans ce qui nous constitue, notre culture, notre histoire, notre... constitue la personne. Effectivement. Tout à fait. Alors dans ce sens, justement, nous avons des témoignages. Oui. Des témoignages d'émigrés d'Al-Mreyer. Je vous propose de découvrir ces témoignages. On se retrouve juste après. كما جينا لهنا توالفنا كل جميع ساكنين كل جميع أولادنا كل جميع قراو كل جميع عاد يروحوا للبلاد يزوروا ويجوا عادوا يعرفوا يتحدثوا بالعربية كي جينا هنا واحد مصفى واحد كبرنا كي كبيرنا كي صغيرنا والعمل على ربي. Je me présente Chati Abdelrahman, fils de Chati Mohamed Ben Taïb. Donc, nous sommes venus en 1947, après que mon père il a vécu depuis 1929 jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Et on s'est rapproché de la communauté de Mreyer qui existait déjà ici à Rassouen depuis la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Donc la communauté de Mreyer ici, elle était importante. Et nous, on a grandi ici, bien sûr, toute la communauté, on a grandi, on s'est mariés, on a eu des enfants qui se sont mariés, et on est à la 5e génération. Vu que la communauté elle s'est agrandie, il y avait un besoin culturel qui s'exprimait, et on a commencé à vouloir faire une mosquée. Donc, on a eu un petit local pas plus grand que ce salon, où il y avait à peu près 100 personnes qui faisaient leur prière. Suite à cela, des associations se sont mises en place, donc une qui s'appelle Shems, et on a décidé de raconter un peu l'histoire des gens de Mreyer qui sont venus sur Istres, qui se sont établis sur Istres. Suite à cela, on a écrit un petit livre qu'on a distribué, qu'on a déposé à la mairie de Mreyer. Et alhamdoulilah, actuellement, on a une mosquée à Istres qui fonctionne depuis 2006. Pour cela, il a fallu s'investir, collecter des fonds et retrousser ses manches parce qu'on l'a fait de A à Z par nous-mêmes. Donc, je reviens à ce que je disais. La communauté s'est agrandie, des besoins se sont pressentis, et une association dont je faisais partie, on s'est rapproché de la mairie de Mreyer pour essayer de faire un jumelage avec la ville d'Istres. Donc, la mairie de Mreyer, il y a eu un petit, pas un refus, mais une réticence de vouloir s'impliquer dans ce domaine. Et de ce côté-là, la mairie d'Istres, pareil, ils étaient volontaires, mais ils ne voulaient pas finaliser le projet. À cela, nous, on a baissé les bras parce que la communauté par elle-même, elle n'était pas impliquée ou ne voulait pas s'impliquer. Malgré ça, notre désir, il est toujours là, de vouloir faire aboutir ce projet pour faire un jumelage avec la mairie de Mreyer, vu qu'il y a une grosse communauté ici de Mreyer qui habite ici à Istres, qui a travaillé, qui sont morts, il y en a même qui sont enterrés ici à Istres. Et on aurait bien voulu faire aboutir ce projet.
Inch'Allah, un jour. Voilà, donc c'était quelques témoignages déjà de la première ou deuxième génération, vous les connaissez? Ah oui, tout à fait. Alors, le monsieur qui s'est exprimé, Abdelrahman Chetty, lui, il est de la deuxième génération, puisque c'est son père qui est venu en premier. Il fait partie des pionniers, de ceux qui sont arrivés dans les premiers. Alors, vous parliez tout à l'heure d'enracinement, vous parliez d'attachement à la patrie. Et dans ce sens, justement, vous avez un projet de jumelage entre la ville de Mreyer et la ville d'Istres. Alors, parlez-nous de ce projet. Tout à fait. Alors, monsieur Chetty, justement, dont on vient de voir le témoignage, fait partie de ces personnes qui se sont rassemblées pour développer des relations, des échanges d'un premier temps, donc culturels, social, économique, sportif, etc., avec la ville de Mreyer. Et l'idée, c'était d'aboutir in fine à un jumelage pour inscrire ça de manière conventionnelle et pouvoir planifier un certain nombre d'actions, etc. Malheureusement, ça n'a pas pu voir le jour. Et là, on invite, on lance un appel aux autorités politiques, aussi bien d'Istres et de Mreyer, pour nous aider pour aller dans ce sens-là, puisque effectivement la communauté de Mreyer à Istres est très fortement est très nombreuse, hein, et désireuse que ce jumelage puisse voir le jour. On est très nombreux à faire les allers-retours plusieurs fois par année entre Istres et Mreyer. Et notre intention, c'est de relancer cette dynamique, de développer des échanges. D'ailleurs, j'en discutais avec le président de l'association culturelle de la mosquée d'Istres, M. El-Hajj Jamal Bedra. L'idée, donc, c'est de développer un certain nombre d'actions. Et étant donné aussi notamment le potentiel de développement économique qu'il y a sur la région de Mreyer, Oued Rir, et notamment dans le tourisme, l'idée, c'était de rassembler les familles de Istres, de préparer avec, pourquoi pas, le wali délégué, avec le maire de Mreyer, une visite de différents sites, de différents endroits, et une présentation des projets, notamment de développement économique, puisqu'on a une très grande palmeraie qui mériterait qu'on s'occupe un peu mieux d'elle, et dont on peut tirer des profits plus intéressants que ce qu'en tirent les habitants à l'heure actuelle. Ça peut être aussi un objet de visite pour les touristes. Oued Rir aussi, c'est un espace où la faune et la flore est très riche. On pourrait installer un village bédouin, on pourrait organiser différentes excursions sur Mchounoch, à côté de Biskra, la ville d'El Oued. Il y a aussi tous les ksours qui se trouvent dans la ville d'El Mreyer, à Djama à proximité. Comme je le disais aussi, dans notre communauté, il y a des entrepreneurs, il y a des personnes qui sont maintenant docteurs, qui sont ingénieurs, etc. Donc tout un tas de compétences qu'on peut mettre au service du développement de la ville de Mreyer, et ceci ce serait favorisé par justement la possibilité d'un jumelage entre les deux villes. Un travail de collaboration, pourquoi pas, hein, monsieur? Tout à fait. On va échanger nos coordonnées. Vous avez du pain sur la planche. Toujours, parce que, comme je vous dis, alors pour ça, il faudrait juste être un peu organisé, parce que si toutefois on marche sur ce qui a été déjà fait, ça ne serait pas très pratique. Par contre, si toutefois vous pouvez juste collecter une espèce de grosse plateforme sociale qui vous permet un peu de collecter toutes ces informations-là, de les faire partager, qu'elles soient accessibles, ceci permettra un peu... Tout à fait, je rebondis sur ce que vous dites, parce que j'ai les informations que j'ai pu obtenir quant à l'installation de la fibre optique, le jumelage entre le CHU et A1. Il y a aussi donc la zone d'expansion touristique qui a été mise en valeur avec un certain nombre de projets, etc. Il se trouve qu'en fait, l'État algérien a mis en place des dispositifs aussi pour la création d'entreprises, le développement, etc., que peut-être on ne retrouve pas dans d'autres pays. Et notamment dans le secteur de Sahara, d'où je suis originaire, pour développer ce secteur. Et puis, la venue à plusieurs reprises du ministre de l'Intérieur et des collectivités, la ministre des Télécommunications et des Postes, et d'autres ministres qui sont venus pour inaugurer, pour la présentation des projets, c'est excellent. Hein. Toutefois,
Nous, par exemple, originaires d'Elmreyer, alors il faut savoir qu'on est plusieurs centaines à Istres, voire peut-être quelques milliers, parce qu'en 4 générations, et puis nous, on fait beaucoup d'enfants, donc vous imaginez, depuis le temps, on est très nombreux. Il y a peu de gens qui ont ces informations. Or, pour un opérateur économique, savoir qu'il y a la fibre optique, savoir qu'il y a un système de santé, savoir qu'il y a des potentialités économiques, c'est très intéressant. Et là, je vous rejoins sur la constitution d'une plateforme où ces informations pourraient être disponibles. Et puis, un opérateur qui veut développer une action économique, elle va devoir faire une étude de marché, une étude de concurrence, une étude qualitative, etc. Et il faut que ces éléments soient à disposition pour donner plus de lisibilité aux acteurs économiques qui pourraient investir dans ces domaines-là. Et justement, de la discussion jaillit la lumière. Et nous avons un rédacteur en chef qui vous propose, en droit d'auteur d'ailleurs, pourquoi pas faire une Smart Oasis, donc avec toutes les propositions que vous venez de faire. Bien sûr, on est fortement intéressé par cela. Ouais. Voilà, monsieur l'architecte. Ah bah oui, c'est une... Alors, qui ouvre grand les yeux. Oui, bah, c'est une excellente idée. Ça pourrait être une bonne idée. Oui, d'ailleurs, oui, c'est une excellente idée. Alors, ce qui est bien en disant que oui, même à Mreyer, il y a l'existence de la disposition à fibre optique, ça c'est une phrase qui a été d'ailleurs énoncée par... une des personnalités très poignantes lors d'une réunion internationale sur le développement durable. Il avait dit « Think global and act local », le penser global et l'agir local. Voilà. Donc si on a une lecture, je suis très heureux qu'on dise qu'à Mreyer, ça veut dire c'est pas parce que c'est loin par rapport à quoi, parce qu'on a tendance à croire que tout se fait à Alger, alors que non. Oui. Donc c'est tentaculaire, donc c'est ce qui est important. Par exemple, si je pars si on fait des DAP, des dossiers d'architecture partagés, des dossiers social partagés. Donc c'est toutefois il y a d'autres familles qui ont des cousins qui ne connaissent pas. Donc c'est bon, ça se fait en parallèle avec des réseaux sociaux digitales mais de le structurer, de l'organiser. Mais de structurer, que ça soit un peu plus organisé. Pour la Smart Oasis, moi j'ai quelques idées qu'on aurait bien développer. Ça peut être super intéressant parce que quand on touche à l'environnement, j'ai toujours eu tendance à prendre un seul exemple qui s'appelle les Smart Trees. Quand on dit oasis, on a tendance à imaginer ce magnifique palmier. Oui. Bah oui, là, tu t'es déjà projeté, forcément. C'est tous projetés. Ah bah oui, alors, et en fait, c'est bon, créer cette espèce de micro-environnement sympathique. En fait, il y a un exemple que j'ai toujours adoré. C'est les Smart Trees qui se trouvent en Malaisie. Et en fait, c'est des espèces d'arbres intelligents, qui sont très singuliers. Il y a des capteurs qui se trouvent à l'équivalent des petites feuilles de l'arbre. Et en fait, qui déterminent, avec les rayons de soleil, qui déterminent un peu la température, le taux d'humidité, etc. Et ils injectent de la brume. Si toutefois le taux d'humidité et de chaleur est important, ils injectent un peu de brume sur l'environnement. Et donc, ça crée une espèce d'environnement social, un environnement, de qualité, d'air. Donc, tout est connecté au sens digital et réel. Et réel aussi, tout est lié, nous sommes tous liés. Voilà, alors... J'aime bien l'émission d'aujourd'hui parce qu'en fait, il y a beaucoup d'idées qui émergent. Et donc, pourquoi pas, prochainement, du moment que vous êtes déjà installé en Algérie et puis vous avez cette idée du jumelage, donc pourquoi pas aller réellement dans cette optique et peut-être qu'on vous réinvitera dans notre émission pour parler donc, du résultat. Bah oui. Mais avant cela... à Alger ou à Londres. Ou à Mreyer. Oui, bah oui, pourquoi pas. Tout à fait. Pourquoi pas. D'autant plus que Ouadsouk, il faut le dire, c'est une très très belle région avec Ouadrir qui constitue une zone humide quand même très riche. Très riche, tout à fait. Effectivement. Alors, mais avant cela, je vous propose ce reportage que notre collègue Hakim Akrar avait fait il y a quelques années sur les chansons de l'émigration. Je vous laisse découvrir, on se retrouve juste après. C'est dans notre rubrique, Nostachère. La chanson de l'exil, un phénomène qui a nourri le répertoire de la musique algérienne, né dans la migration humaine. L'émigration renvoie à un phénomène historique qui s'inscrit dans le temps et l'espace. Et la chanson relève de l'émotionnel, du sentiment qu'éprouvent les migrés. La chanson d'émigration algérienne a marqué de son poids durant les années 40. Le débarquement de l'émigré déraciné, la nostalgie du pays, la famille, la solitude et les rudes conditions de vie ont été des thèmes chantés dans des centaines de chansons, notamment par la communauté ouvrière présente dans les centres industriels français
à l'exemple du pionnier Cheikh El-Hasnaoui et Slimane Azem, ancien ouvrier d'usine française. D'autres artistes ont donné un caractère spécifique à la chanson de l'exil. Akli Hiyaten, Saadawi Salah, Sherif Khaddam, Zerouqi Alawa et Dahman El-Harrachi forment un véritable panthéon d'artistes reconnus et aimés par la communauté immigrée. Au début des années 70, la rupture avec la chanson de l'exil de la génération précédente est inéluctable. Elle est ensuite prônée par la jeune génération, telle que Idir, Ait Menglet, Jamal Allam et autres. Des nouveaux styles viennent rassurer le public et enrichir ce domaine d'expression au début des années 90. Des talents novateurs chantent l'émigration. Cheb Khaled, Cheb Mani, Cheb Hasni, dont le rail transmet son message. Ce qui fait le succès d'une nouvelle chanson auprès du public, c'est avant tout son caractère rythmique et son nouveau thème. Qu'en est-il de la chanson de l'immigration auprès des immigrés? Les artistes de chez nous, comme Dahman El-Harrachi par exemple, moi-même je l'adore. Il y a Slimane Azem, El-Hasnaoui, Dahman El-Harrachi. Ils chantaient dans les cafés. Slimane Azem par exemple, c'est un grand chanteur. Il y a Ait Menglet, El-Hasnaoui, j'en passe. Il y a Yahyatan, il y a Salah Saadawi, il y a Saliha, Stalingrad. Il y a Mariam Abed avec Mohamed Bouzgar, il y a Saadi, il y a Jazair, Inch'Allah. Je connais vraiment El-Hasnaoui, il s'appelle Cheikh El-Hasnaoui. Je connais le Cheikh Nourdine, et je connais comment l'autre, Allah yarhamou, Azam Slimane. Les grands chanteurs, c'est ça. Et je connais Ababsa. Les chanteurs de l'exil, à travers leurs paroles, ont réussi à véhiculer les sentiments et l'état d'âme de chaque immigré des différents bords, à tel point que ces musiques et chansons restent cet instant nostalgique qui touche au plus profond. Tout Algérien se trouvant loin de sa famille, des siens et de sa terre natale. Alors Zayan, vous-même, vous avez fait un travail sur les immigrés, sur la première et deuxième génération d'émigrés, sur ceux qui ont participé à la première et la deuxième guerre mondiale notamment. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce travail? Alors donc, en fait, moi, c'est vrai que j'ai chanté aussi une chanson qui s'appelle Le Msalla. Je parle de mon village natal, qui parle aussi de la nostalgie du pays. Et il y a une citation qui dit « Rester, c'est exister, voyager, c'est vivre ». Donc j'ai toujours rêvé de partir à l'aventure et de partir à la découverte de nouvelles cultures. Mais, alhamdoulilah, maintenant, mon rêve s'est réalisé. En fait, j'ai beaucoup voyagé, j'ai chanté dans plusieurs pays. Et vous avez vu Baden-Baden? Voilà, Baden-Baden. Mais mes racines sont là, dans les pierres et la terre de mes ancêtres, dans l'odeur des oliviers et des figuiers, dans les saveurs de la cuisine de ma mère et les yoyous de ma grand-mère, dans les visages des miens qui s'éclairent d'un sourire quand je reviens dans mon village natal. Waouh, quelle belle poésie. Donc en fait, en parlant justement, quand j'ai vu le reportage des artistes de l'immigration, les artistes de l'immigration, en fait, ils exerçaient un autre métier que la musique. En fait, il y a un artiste de Chino qui disait la musique c'est pour moi, mais l'usine c'est pour mes enfants. Donc, ils travaillaient dans des usines, ils travaillaient dans des mines, dans des tunnels métro parisiens, comme Slimane Azem et d'autres artistes. Et ils chantaient aussi leur amour pour leur terre. Ils chantaient pour l'indépendance de l'Algérie, ils chantaient pour une Algérie libre. Voilà. Alors, justement, Monsieur Djamel, vous me disiez pendant que les chansons passaient qu'il y avait un travail qui se faisait dans ce sens aussi. Oui, tout à fait. Il y a un album des chanteurs du groupe Zebda qui est très connu, qui s'appelle Origine contrôlée, et qui est en fait une reprise des grands standards des chansons algériennes qui parlent justement de cet exode et donc des Algériens qui ont dû émigrer à l'étranger, bon gré mal gré,
donc qui raconte ce déchirement et cet attachement très 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 fort au pays natal. Alors, Monsieur Kessanti, vous avez justement officié au sein de l'établissement Zahra Hadid. Alors, Zahra Hadid, il faut dire, c'est une grande architecte irakienne qui nous a quittés il y a 2 ans de cela. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, en fait, compte d'avoir travaillé dans une agence aussi prestigieuse que celle-ci? Alors, c'était un rêve de jeune étudiant algérien qui a émigré aussi, mais pas pour les mêmes raisons. L'immigration et les données et le besoin d'émigrer a changé depuis le temps. Et c'était cette volonté d'immigrer, donc la trame était plus simple, donc on s'est plus dirigé vers l'Europe, vers la France en particulier, la facilité de la langue, l'équivalence des diplômes, etc. Et les liens historiques aussi. Forcément. Donc qui n'a pas un parent quelque part dans cette ville singulière, qui d'ailleurs fait rêver beaucoup de monde. Et donc c'était, voilà, donc il fallait, c'était relativement difficile, 2 fois plus difficile parce qu'on n'est pas de là-bas, donc il fallait réussir, on n'avait pas le choix, on n'avait pas le droit à l'échec. Parce qu'il fallait... Vous aviez un seul choix, celui de réussir. Un seul choix, qui est choix ou obligation, donc tout dépend. Donc on s'est serré les coudes et puis il faut voir, Salim a parlé de serrer les coudes, il faut voir la force de la communauté algérienne quand elle est à l'étranger également. Il faut voir qu'il suffit juste de passer un coup de téléphone ou de faire partager un souci ou autre, qu'il soit administratif, social, ou sentimental pour certains. Donc du coup, c'était plus, donc on devait très vite choisir ses alliés. Il fallait ne pas perdre de temps, parce que le temps, c'est de l'argent, et puis quand il est en euros, donc il coûte 2 fois plus cher. C'est ce qu'on a de plus précieux. C'est le plus précieux, donc il fallait vite réussir, essayer de s'intégrer rapidement, pas s'intégrer dans le sens où qu'on entend ces dernières années, mais s'intégrer dans le sens où être bénéfique et être ad vitam aeternam l'ambassadeur de son pays. Donc il fallait bien évidemment réussir par les études, par le métier, etc. Et après cela, après un diplôme d'architecte avec une équivalence en poche, je me devais de développer mes recherches sur Alger. Donc ma thèse de doctorat, donc j'ai intégré l'Institut Maghreb Europe, qui était dirigé par M. Stora et M. Benjamin Stora et M. Aïssa Kadri, que je tiens à saluer tous les deux. Donc après un master de recherche, donc je me suis inscrit en doctorat pour éventuellement, donc le sujet était plus sur l'appropriation d'espace public à Alger, sur le loisir, sur le lien social, etc. Donc on a beau être architecte, on a beau être urbaniste, mais si on ne sait pas pour qui on construit, c'est qu'on n'a absolument rien fait. Donc c'était un exercice très intéressant. Moi qui étais amoureux du calque et du dessin, donc on se retrouvait avec un calepin, poser des questions à des gens, etc. Et puis à chaque fois qu'on s'approchait dans un terrain qui était vierge, on avait les habitants de l'environnement immédiat de ce terrain qui venaient alors, qu'est-ce que vous allez nous faire ici? Nous faire pour eux. C'était ça la question, parce qu'ils savaient que finalement, toute cette terre-là devait être partagée. Et puis, donc il y a eu un passage en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, un projet urbain relativement intéressant, qui est une ville qui est très particulière, qui m'avait d'ailleurs impressionné. J'avais d'ailleurs rencontré quelques personnes de notre communauté. Comme tu as dit tout à l'heure, Salim, on est bien partout. Et c'était assez particulier parce que l'invitation s'est faite au moment même où il a su que j'étais du même pays que lui. Donc j'étais invité à un dîner particulièrement sympa où le partage, ou de me faire partager très rapidement. Donc les échelons ne passaient pas, il n'y avait pas de test pour savoir si j'étais solvable ou pas, mais il suffisait juste de démontrer que j'étais bien un amoureux de la fameuse pizza carrée ou des nourritures qu'on a connues dans le temps. Et donc après ceci, donc je retourne à Paris et donc j'avais intégré un autre organisme qui lui s'occupait plus du dessin digital. Donc j'étais un fou amoureux des représentations graphiques. Passé un concours, je me suis retrouvé au Maroc. Le projet là, il y a quelques photos qu'on a vues tout à l'heure sur le Grand Théâtre de Rabat, qui est un projet très particulier qui ouvrira ses portes fin d'année 2019, qui se trouve sur la vallée de Boulogne, qui lui aussi était un exercice. Nous sommes en train de le voir d'ailleurs.
C'est celui-là. Donc voilà, donc je parlais de ça, donc j'étais plus amoureux de ça, donc représentation digitale. Donc là, c'est ce qui a été fait sur PC, mais je vous ai aussi ramené, ça c'est une photo de l'intérieur du théâtre. Donc oui, il s'étale sur 27 000 mètres carrés, hein, plus de 2000 personnes, voilà à l'extérieur. Donc lui aussi, il avait un exercice social très particulier, c'était de relier Salé à Rabat, qui était fracturé par la vallée de Bourgrec, donc il fallait créer ce lien, exactement. Donc un lien social, un lien physique, architectural, pour essayer de pallier entre les deux. Et donc c'était un exercice assez important. Et donc après ceci, ben, j'ai eu la chance et le privilège, ou le privilège et la chance, hein, tout dépend de la puissance, et de me retrouver au siège principal à Londres de l'agence Hadid Architectes, qui hélas voilà, nous a quittés. C'est une dame de fer qui a marqué son histoire par un mouvement qui est le déconstructivisme. C'était une ambiance très particulière parce qu'il suffisait juste de tourner la tête et de voir une autre personne qui n'était pas de la même origine que moi. Donc c'était cosmopolite et il faut dire ce qu'il en est. Londres n'est pas la capitale de l'Angleterre, mais c'est la capitale du monde. Il n'y en avait pas deux de la même, du même origine. Mais c'est ce patchwork, hein, qui a fait cette puissance de cette agence. Ben justement, ce qui est intéressant, c'est avec l'enrichissement que chacun d'entre nous on a pu avoir avec la culture du pays dans lequel on vit et qui peut être différente d'un pays à l'autre et qui est d'ailleurs différente. C'est autant plus de richesse qu'on peut rapporter vers notre pays avec des visions qui peuvent être différentes, mais tout à fait complémentaires, avec des savoir-faire qui sont aussi différents et qui peuvent être complémentaires. Et je crois que la Réunion, justement, comme vous l'avez vécu, cette expérience au sein de cette société, le multiculturalisme, qui justement se trouve être une richesse pour la société, pour la firme, et ça peut être aussi une richesse pour notre pays. Ah ben, il suffit juste d'extrapoler, hein, par la suite de l'intérieur de la firme elle-même, si on sort out of the box, hein, si on casse ces murs-là, et puis voilà, on a... Alors, excusez-moi, donc dans ce sens, là, je vous propose dans notre rubrique Nostad Diaspo de revoir ou de redécouvrir l'une des icônes de l'immigration, qui est Djelloul Bahoura, qui était journaliste, réalisateur, acteur aussi, qui a produit justement pour la télévision algérienne l'émission Al-Anwar, Lumière. Il a été aussi connu par son émission Mosaïque qui parlait de l'immigration dans les années 80. Là, on vous propose donc de découvrir un extrait de l'émission Lumière. On se retrouve juste après. والكاتب كذلك ناصر خمير، وسيأتي بعد حين الموسيقار التركي الأصل قدسي إرجونير. En compagnie de nos invités, nous allons donc parler de la spiritualité dans la civilisation arabo-musulmane et nous allons évoquer bien sûr quelques grandes figures de cette spiritualité et de la mystique musulmane. Et tout de suite, mais avant de commencer donc le débat avec nos invités, nous allons retrouver un grand de la musique sacrée, de la musique mystique, un grand du Naï, c'est Qudsi Erguner. روح پاک جسم پاک اولاد پاک ازواج پاک محمد مصطفی را صلوات اللهم صل علی سیدنا محمد. C'était un extrait donc de l'émission Lumière. Alors nous arrivons à la fin de notre émission. Là, je vous laisserai donc le dernier mot. Monsieur Salim, allez-y, c'est pour vous, Monsieur Djerari. Je vous remercie. Alors encore une fois, je vous remercie pour l'accueil que vous nous avez réservé. Je vous félicite aussi pour rassembler comme ça des Algériens de divers horizons qui vivent à l'étranger. Ça nous a donné la possibilité de témoigner et en même temps aussi de faire des rencontres amicales très intéressantes. Et d'en sortir avec des solutions. Et voilà, et qui nous permettent, parce que le but il est là, voilà. Le but
ultime de nos actions, c'est justement de pouvoir se fédérer, de se mettre en réseau, que chacun puisse apporter ses compétences, ses savoir-faire et ensemble, de manière partagée, donc horizontale, participer au développement de notre superbe pays qu'est l'Algérie. Monsieur Reda Kassanti, à vous. Je rejoins un peu Salim, c'est vrai que c'est très particulier hein, de partager. Avant l'émission, on s'est permis d'échanger très rapidement et puis hop, on s'est rapidement retrouvés et puis chacun avait une espèce de puzzle qui était une pièce manquante qui pouvait forcément ne peut être que bénéfique hein, pour cette construction. L'un des meilleurs pays, oui, moi je pense que c'est le meilleur parce que sinon l'amour que nous portons envers notre patrie est incommensurablement très fort parce que nous retournerons à jamais et puis bon, me concernant de retour et puis voilà. Monsieur Zayan. Je vous remercie pour l'invitation, ça m'a fait plaisir aussi d'avoir rencontré nos amis. D'ailleurs, on a échangé nos coordonnées pour justement collaborer sur des futurs projets. Je profite de l'occasion pour annoncer mon spectacle à Prague le 2 janvier à l'occasion de Neyer. Je salue au passage Madame Lebuz Adarova qui m'a invité justement pour animer ce spectacle. Et je rappelle qu'aussi à Prague, je vais rencontrer aussi des artistes tchèques pour justement faire des mélanges parce que mon objectif c'est de rassembler les cultures pour tisser des liens durables et réunir aussi les artistes à travers le métissage des idées. Merci beaucoup. Alors, je rappelle, était parmi nous ce soir Zayan, qui est chanteur et président du mouvement associatif Artistes Couleurs et Diversité qui se trouve à Paris. Était parmi nous également M. Salim Djerari, qui est chargé d'études à Métropole Aix-Marseille-Provence. Était parmi nous également M. Reda Kassanti, qui est architecte et urbaniste. Si vous voulez revoir cette émission, vous pourriez donc la voir sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Diasporama, sur notre page Facebook Diasporama. Nous attendons toujours que vous partagiez avec nous vos vidéos afin qu'on puisse aussi les partager à travers notre rubrique Diaspocher dans notre émission. Je profiterai aussi de cette occasion de présenter mes vœux de fin d'année, donc déjà à vous et à tous les téléspectateurs. Donc bonne fin d'année, que cette année 2019 vous soit une année pleine de bonheur et de succès. Je vous souhaite une agréable soirée en compagnie des programmes du Canal Algérie et je vous retrouverai avec un très grand plaisir dans 15 jours. Au revoir. تبعوا طريق جدادنا اليوم نبداو ماشي غدوة بلادنا تولي جنة